Bonjour et bienvenue dans notre émission en direct des régions sur le plateau de Village Semences. Aujourd'hui, nous allons parler du métier d'agriculteur multiplicateur de semences. Vous allez le voir, c'est un métier d'expert et un métier de savoir-faire. Pour en parler, nous avons deux invités aujourd'hui que je vais saluer. Bonjour François Arnoux. Bonjour. Vous êtes agriculteur multiplicateur dans quelle région ? Donc je suis agriculteur multiplicateur dans le sud Vendée, à côté de Fontenay-le-Comte, dans la partie plaine et dans la partie marais. Et vous êtes producteur de quel type de semences ? Alors principalement du maïs semence, mais également du colza, du tournesol et du blé semence, et de la luzerne semence. N'oublions pas la luzerne, c'est important. Luc Jacquet, bonjour, merci de nous rejoindre. Bonjour. Alors vous êtes carrément de l'autre côté de la France, vous êtes dans Lyon. Dans Lyon, c'est ça, pas très loin de Chablis. Et vous êtes également producteur de grandes cultures, mais multiplicateur de semences complètement différentes. Voilà, je fais des fourragères en fait, et des plantes à gazon, des plantes de service également. Très bien, donc comme ça on aura, je dirais, un panorama pas complet, mais déjà relativement complet. Avant de vous interroger, nous allons en images nous plonger dans la multiplication de semences avec l'exemple du maïs. Avec 80 000 hectares cultivés chaque année, la France est le premier exportateur mondial de maïs semences. Nous sommes à Villemur-sur-Tarn, au nord de Toulouse, et voici le corn picker, littéralement le cueilleur de maïs. Une machine redoutablement efficace pour cueillir le maïs en épi, tout en préservant la qualité des cultures. Mon métier consiste à intervenir chez les agriculteurs pour récolter leur production, donc notamment la production de maïs semences. Avant l'apparition de ces machines, on récoltait le maïs avec des toutes petites machines qui demandaient plus de main-d'œuvre. On possède 6 machines, donc on passe beaucoup de temps à nettoyer les machines entre chaque variété et du coup on est obligé de multiplier les machines. Face à des conditions météo très changeantes, il faut profiter de la moindre fenêtre d'intervention, car un maïs arrivé à maturité, ça n'attend pas. Donc l'enjeu de la récolte pour nous, ça va être de récupérer un maximum de grains. Donc pour ça, on a différents facteurs sur la machine. On peut régler la vitesse des tapis, on peut régler la vitesse du cueilleur et chaque variété est différente. Donc tout au long de la journée, même si on est sur la même variété, on va faire bouger les réglages en fonction de l'humidité, du soleil, de la pluie, du vent qui se lève. Le moment est venu pour nos précieux épis de partir à l'usine. Aujourd'hui, pourtant, certains d'entre eux vont faire l'école buissonnière, car il est parfois impossible pour les usines d'absorber les flux. C'est là qu'intervient Jérôme et sa station d'effeuillage. Objectif, démarrer le process de production de la semence tout en maintenant la qualité. Nous étions dans le secteur organisé en CUMA. Et en fait, on bougeait les effeuilleuses de ferme en ferme pour faire les opérations dans les cours de ferme. L'opération que réalise cette machine, c'est qu'en fait, elle sépare la spate pour que l'épi soit à nu et que derrière, le traitement en usine sera de le sécher l'épi pour pouvoir ensuite le battre pour ne garder que le grain. Sur des secteurs un peu denses en termes de production de maïs semences, il s'est créé des unités comme la nôtre qui ont apporté cette flexibilité, cette compétence que nous avions de façon collective et que nous avons centralisé un peu dans une unité. En se sédentarisant, Jérôme a pu s'équiper d'une ventilation froide pour stocker le maïs et offrir encore plus de souplesse dans la chaîne de production de la semence. On a coutume de dire que la qualité se construit au champ. Récolter et trier au bon moment reste un impératif pour la conserver. Comme vous venez de le voir, la production de semences est un métier très spécifique. C'est complexe, c'est pointu, il faut être méticuleux. Je me tourne vers vous, François Arnoux. Je crois que vous êtes dans les semences depuis, je ne vais pas dire tout petit, mais depuis très longtemps. Alors, vous produisez aussi des productions classiques. Quelle part prend en surface et dans le revenu une production comme les semences ? Alors,
suivant les secteurs là où on est, soit dans la plaine ou dans le marais, ça va de 30% pour une partie jusqu'à 50% sur l'autre partie. Donc c'est effectivement aujourd'hui très important dans nos chiffres d'affaires et dans notre activité. Voilà, on pense aux jeunes, hein, on recrute en agriculture, donc je pense que quand il y a aussi des filières qui sont porteuses, il faut le dire. Donc c'est qu'une production très technique mais qui est aussi intéressante. Donc effectivement, au niveau emploi, eh bien, par exemple pour l'essimage du maïs, la castration, quand on enlève les fleurs au maïs, des maïs, eh bien, on recrute une centaine de personnes, une centaine de jeunes durant l'été, sur une période de 15 jours, 3 semaines. Et c'est important parce qu'en fait, c'est des jeunes, c'est le premier contact avec le travail et on fait un point d'honneur à ce que ça se passe très bien parce que c'est des jeunes qui ont envie de travailler, contrairement à ce qu'on peut entendre souvent, bien trop souvent. Ils ont envie de travailler et c'est important que ça matche entre le patron et eux pour qu'ils aient un super contact, un premier contact avec la vie active plutôt positif. Ils reviennent chez vous alors ? Alors c'est vrai qu'ils reviennent et maintenant on a même des enfants, des premiers. Ils viennent aussi. Des premiers, ouais. Très bien. Alors c'est un métier, on s'en doute, hein, qui est complexe. C'est pas la même chose que produire du maïs ou du colza. On produit des semences. On sait qu'aujourd'hui on est confronté à tout un tas de défis. Donc est-ce que c'est multiplié en semences? On pense au changement climatique, aux problèmes d'eau, aux coups de chaleur, aux coups de stress. Quels sont sur les semences que vous avez? On va peut-être prendre un exemple, mais des défis techniques auxquels vous êtes confrontés. Le principal défi technique aujourd'hui, c'est la diminution, pour ne pas dire plus, des moyens de production. Donc en moyens de production, on a besoin effectivement d'avoir des champs très propres, sans adventices, pour qu'il n'y ait pas de compétition entre ces productions de maïs, par exemple. Et puis, on le sait tous, hein, de plus en plus d'interdictions, de plus en plus de restrictions. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a du mal à avoir des produits qui fonctionnent suffisamment pour prendre l'exemple des mauvaises herbes. Donc ça concerne le maïs, mais ça concerne aussi le tournesol. Et le deuxième défi que je voulais aussi parler, c'est notamment sur le tournesol semence, où il y a quelques années, on a eu donc l'interdiction d'un produit qui accélérait la récolte, la maturité, pardon, de la plante, qui a été interdit parce que en France, c'est 0 ou 1, c'est interdiction ou on garde, mais là, donc c'était interdiction pure et simple. On a vu que pendant plusieurs années, on pouvait s'en passer, donc ça, c'est une évolution positive, sauf qu'en 2024, ça a été très pluvieux et absence de ce produit. Les plantes n'ont pas pu mûrir suffisamment tôt et on s'est retrouvé dans des récoltes très compliquées durant la pluie, avec une qualité qui a été impactée et aussi le rendement. Donc on voit bien que la diminution de tous ces moyens de production, encore une fois interdits, mais il n'y a pas d'entre-deux, eh bien c'est stupide, ça nous met dans des impasses qui sont très difficiles à vivre. Voilà, donc on va y revenir, mais il faut être très souple, très résilient, trouver des techniques culturelles qui bougent, espérer que les semences évoluent et peut-être la réglementation. Luc Jacquet, je me tourne vers vous. Donc vous êtes dans l'Yonne. Voilà, donc vous êtes producteur de semences. Alors je précise quand même sur l'exploitation où vous étiez, qui était celle de vos parents, je crois. C'était en polyculture élevage. Et puis vous avez conservé les cultures. Vous avez tenu à conserver les prairies et à faire de la production de semences. J'ai d'abord envie que vous nous donniez, parce que j'étais impressionnée, la collection, la panoplie de semences fourragères que vous produisez. Alors, en effet, j'ai voulu garder la partie graminée, l'intérêt des prairies, mais sans les vaches, sans les contraintes. Et donc, la meilleure solution, c'était faire de la production de semences fourragères, porte-graines, donc des fétuques rouges en l'occurrence, parce que ça résiste à la sécheresse. On les a dans les gazons. Voilà, et ça permet d'engazonner les terrains de foot, notamment les pelouses de particuliers. Des légumineuses également pour me libérer de la pression azotée, de la demande azotée. Donc les légumineuses ont un apport agronomique intéressant. Et ensuite, j'ai essayé de compléter avec d'autres espèces pour trouver une espèce miraculeuse qui puisse m'aider sur ma petite exploitation. Alors, je fais de la févrole cette année, j'ai fait de la vesse velue pour les couverts végétaux, je fais du fenugrec pour les colzas, pour les plantes compagnes de colza, pour repousser les insectes. Je fais du trèfle incarnat depuis très longtemps. Je fais... qu'est-ce que je fais d'autre? J'ai fait du triticale également. Enfin, voilà. J'essaie de trouver des espèces qui puissent répondre à une problématique agronomique. C'est ça. Alors j'ai l'impression que votre métier, on pourrait peut-être, vous allez me dire si je me trompe, mais vous qualifiez de quelqu'un de curieux, il faut de la curiosité, il faut aimer l'agronomie,
parce que vous êtes sans arrêt, j'imagine, en train de jongler avec vos rotations, votre assolement. Et donc c'est une passion de chez vous, l'agronomie? Ah, clairement, c'était l'origine de ma formation, l'agronomie, et l'économique en deuxième pilier. Et en fait, les semences permettent d'améliorer l'agronomie par rapport à une diversité de cultures et faire baisser la pression phytosanitaire. Également, sur l'aspect économique, ça apporte une plus-value sur des espèces qu'on ne pourrait pas faire, par exemple du trèfle incarnat. Hormis faire de la semence, comme je n'ai pas d'élevage, je n'aurais aucun intérêt de faire cette espèce-là. Donc vous avez beaucoup fait évoluer vos pratiques culturelles, vous êtes passé au semis simplifié au bout d'un moment. Voilà, j'ai fait arrêter mon père tous les labours pour passer en 92 en semis simplifié, et maintenant je suis en semis direct sous couvert, donc avec un couvert végétal en permanence ou quasiment. Enfin, le but c'est avoir un seul couvert permanent, donc avoir des semences de qualité et complémentaires pour atteindre un objectif agronomique. Alors là, peut-être pour les jeunes qui pourraient être intéressés, ils vont se rendre compte que être producteur multiplicateur de semences, c'est pas travailler sur une seule espèce, une seule variété, travailler sur la complémentarité en fait. Il faut jouer avec toute cette diversité, tirer profit de ces diversités d'espèces pour régler des problèmes agronomiques ou économiques. Très bien, alors on va continuer, mais je vais me tourner vers notre chroniqueur, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est Tom le jardinier. Tom, il va aussi nous parler de semis. Et Tom, j'aimerais bien savoir si on peut faire soi-même ses semences, ses graines au potager. Alors oui, c'est possible, mais pour certaines espèces et à certaines conditions. On va prendre déjà la traditionnelle courge. Là, moi, c'est une courge butternut. Si dans votre potager, vous faites les choses bien, c'est-à-dire que vous allez avec un petit pinceau prendre du pollen de la fleur mâle pour le mettre sur la fleur femelle, là, ça peut marcher, et encore à condition de faire ça tôt le matin et de mettre ça dans un sachet. Faites attention, ne dites pas, les graines de cette butternut, je vais les semer. Imaginez, vous avez produit cette butternut à côté de coloquinte, il peut y avoir un croisement, et ce croisement risque de faire des courges qui risquent d'être moins bonnes, beaucoup plus amères, voire presque toxiques. On peut aussi imaginer que dans notre cuisine, on a nos semences de pommes de terre avec ces pommes de terre qui commencent à germer et simplement les planter. Eh bien non, là, ça serait une erreur parce que l'agriculteur, il n'a pas cultivé ces pommes de terre pour faire des plants de pommes de terre, donc il peut y avoir des maladies. C'est des plants qui ne sont pas certifiés. On ne met pas en avant le travail de nos agriculteurs qui font ça de manière très bien. De même que l'ail, même problème. Si on se dit que notre ail est en train de germer et qu'on va le planter dans notre jardin, ça peut très bien fonctionner, mais ce n'est pas un ail qui est certifié, ce n'est pas un ail qui a été cultivé dans de bonnes conditions pour produire des plants d'ail, donc ce n'est pas une bonne façon de faire. Une des plantes les plus faciles à récolter les graines, c'est probablement la tomate. Choisissez une variété non hybride, c'est-à-dire qu'on ne voit pas F1 sur son sachet, mais par exemple, on a la Green Zebra, on a la Cœur de Bœuf, on a toutes sortes de variétés anciennes, des variétés dites population ou des variétés traditionnelles qui sont non hybrides. Prenez au milieu de la saison, pas les plus précoces, pas les plus tardives, les meilleures que vous pourriez avoir. Vous récoltez les graines, vous les mettez dans des petits godets simplement, et ces petites graines, vous allez attendre qu'elles pourrissent. Il y a une petite fermentation qui va se faire, ce qui va enlever une forme d'opercule autour de la graine de tomate. Vous laissez sécher après, et vous pouvez les ressemer l'année prochaine sans problème pour avoir des bonnes tomates dans votre jardin. Et en plus, en récoltant vous-même vos propres semences, vous les acclimatez presque à votre terroir. Elles vont s'adapter à vos conditions de sol, etc. Donc c'est une bonne chose à faire. Mais mes invités, est-ce qu'ils cultivent quelques semences de graines potagères chez eux? François Arnaud? Alors non, je ne pratique pas de graines de semences potagères. Alors moi j'ai essayé avec de la tomate et puis des petits marrons. Eh ben, c'est les limaces qui sont passées. Ah oui, alors avec les 2 années pluvieuses qu'on a eues, on a surtout une belle culture, un bel élevage de limaces, je vous le confirme. J'ai envie qu'on fasse un point sur quelque chose de spécifique, François Arnaud, c'est sur les investissements. Alors on sait que sur toutes les exploitations, il y a de l'investissement, soit personnel, soit collectif, ou qu'on fait travailler pour des tiers. Mais là, vous êtes multiplicateur de semences, et je crois qu'il faut inciter et prévenir des jeunes qui seraient intéressés. Il vous faut des équipements spécifiques et qui ont un certain coût. De quoi vous disposez, vous, pour ce qui concerne le maïs et le colza, le tournesol?
Alors ce qui est important, mais aussi le colza, ce qui est important, c'est de bien positionner la graine pour qu'on ait vraiment des floraisons encadrées au bon moment. Donc l'implantation est très importante, donc il nous faut des semoirs qui sont performants, bien entretenus et de haute précision. Ça c'est la première chose. Bon, c'est spécifique sans l'être, mais en tout cas, il faut que ce soit dans le top du positionnement. Et puis après, sur la castration du maïs, aujourd'hui c'est mécanisé, on emploie des jeunes, mais on a aussi des machines. Ça a beaucoup évolué. Hein. Ça a beaucoup évolué et on a maintenant des machines donc, qui permettent de couper les fleurs. Et de plus en plus, on a des machines qui sont de plus en plus précises, qui détectent la hauteur pour couper les fleurs. Mais on a encore besoin d'un peu de main d'œuvre. Et chez vous, comment ça se passe pour les fourragères? C'est pareil, il vous faut des équipements spécifiques? Alors il faut des équipements, il faut surtout de la place pour stocker, pour faire la logistique. Et puis pouvoir le Pourquoi il vous faut de la place? Il vous faut en plus des matériels de récolte, il faut des bâtiments pour mettre à l'abri les récoltes parce qu'on ne mène pas ça dans une cellule Et on ne mélange surtout pas les variétés, les espèces. Comment vous faites alors? Il faut bien isoler, bien nettoyer sa moissonneuse à chaque changement d'espèce et pouvoir suivre un lot spécifiquement avec des sondes de température, avoir des ventilateurs adaptés, enfin un conditionnement et une logistique derrière qui suivent. Alors chez vous, c'est quelle superficie en fait? Alors là, je suis en train de reconstruire un deuxième bâtiment de 1000 m² pour pouvoir gérer des lots bien identifiables et rapidement manipulables. Oui, je n'ai pas terminé par rapport au matériel spécifique concernant le maïs et le tournesol. Concernant le maïs, il y a aussi donc, des corn pickers qui sont des machines qui récoltent en épi, qui sont très chères. Et là, la plupart du temps, on fait appel à de l'entreprise parce que c'est du matériel bien spécifique qui assure des récoltes de façon optimisée, notamment pour qu'ils soient complètement dans le bon tempo avec les usines pour travailler et sécher et trier le maïs en bonnes conditions. Voilà, donc par rapport à des grandes cultures, hein, on comprend qu'il y a des questions de pureté, il ne faut pas que ça soit mélangé, de conservation de la qualité de germination, d'où les frigos, et puis également il faut tomber au bon moment de séchage. Voilà. Alors je voudrais tous les deux, avant qu'on repasse la parole à Tom, je crois qu'il y a un point dont vous m'avez parlé tous les deux. Quand on a préparé l'émission, c'est pas technique, mais je pense qu'il faut en parler. Vous m'avez dit, nous, les producteurs multiplicateurs de semences, il faut qu'on fasse de la communication parce qu'il y a plein d'a priori sur notre métier. Je peux vous adresser la question? Souvent, quand on discute de semences, les gens, le grand public, fait l'amalgame avec les multinationales et notamment Monsanto. Sauf qu'en France, nous avons 72 sociétés qui travaillent la génétique, 72 établissements qui créent des nouvelles variétés tous les ans. Et donc, ça va très bien, aussi bien de la petite maison familiale, de la multinationale française. On en a quelques-unes des grosses. On a Limagrin, RAGT, des grosses multinationales, mais elles sont françaises et à la base de coopératives. Les gens pensent que le vivant a été capturé par la grosse maison dont vous parlez, c'est ça? Voilà. D'accord, c'est pas le cas. Vous communiquez donc l'un et l'autre sur votre métier? Alors moi je communique beaucoup sur le métier de la semence. Pour les mêmes raisons? Pour les mêmes raisons, mais aussi pour expliquer notre métier, pour dire que cette semence vient quand même de tout un travail et d'une passion avant tout. Et donc c'est important de communiquer sur les réseaux, sur les médias, parce que souvent effectivement il y a l'amalgame qui est fait avec X clichés et qui sont complètement faux. Sur les semences de maïs par exemple dans le sud Vendée, on a plus de 50 variétés qui sont multipliées avec la coopérative sur quelques centaines d'hectares. On a 2000 hectares, ça fait 50 variétés, enfin ça fait pas beaucoup, donc voilà. On jardine quelque part. Donc cassons les a priori, voilà, il y a beaucoup de méticulosité à avoir, mais beaucoup de passion. Je vais repasser la parole à Tom. Tom, retournons au potager. Je crois que dans les maisons, on a pas mal de choses dont on ne sait pas trop quoi faire qui peuvent servir au potager. Effectivement, moi je vais vous donner quelques petites astuces pour réutiliser des choses que vous utilisez bêtement dans votre maison. On a évidemment le fameux compost qu'on peut mettre au potager, ça fait un excellent apport. Au lieu de faire un tas moche au fond du jardin, vous mettez un petit peu de paillage sur votre potager. Des feuilles mortes par exemple, ça fait un excellent paillage. Du gazon, ça fait aussi un excellent paillage. Pas besoin d'aller acheter de la paille qui viendrait de bien loin et elle peut être plus utile à l'agriculteur. On peut aussi simplement utiliser des godets de yaourt, ça fait des excellents petits pots pour faire des semis, c'est la période des semis. Puis au lieu d'avoir des étiquettes à nos semis,
ben, on peut simplement réutiliser des bâtonnets de glace. Ces bâtonnets de glace, c'est des excellents moyens de noter la variété, la date de semis sur les semis qu'on fait, et ainsi, bêtement, si on l'oublie et on la plante, cette étiquette, elle va se décomposer dans le jardin sans avoir de colle, d'autres choses. C'est simplement un petit morceau de bois, alors qu'on a déjà pas mal de soucis de plastique dans nos jardins. Donc, si on peut récupérer des petites choses, puis une chose primordiale à récupérer, et là on a eu un large débat il y a 2 ans avec François sur le sujet, c'est l'eau de pluie. On peut très bien récupérer l'eau de pluie de nos chenaux, d'un cabanon de jardin, etc., qui permettra de l'utiliser en période un petit peu plus sèche. Donc réutiliser l'eau de pluie aussi au jardin. Merci Tom. Il est temps de remercier nos invités. Alors j'espère qu'avec eux, en 20 minutes, vous avez compris que c'est un métier passionnant, complexe, je crois qu'on s'ennuie jamais, je crois que ça bouge tout le temps et je vous invite à les suivre sur les réseaux sociaux, vous serez dans les champs avec eux. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous dis à demain.